à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvel espace estival du dimanche après-midi. Je suis ravie de vous accompagner le temps de ce programme. Je ne serai pas toute seule, bien évidemment. Plusieurs invités ont répondu présents et nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Nous aurons le plaisir de recevoir tout d'abord le docteur Taibi Amina, chirurgienne qui a lancé un appel aux dents via Internet, une opération qui a connu un franc succès. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et puis le Do It Yourself sera représenté ce soir par une jeune créatrice de bijoux. Il s'agit de Madame Badash Shahrazad qui partagera avec nous ses créations ainsi que le secret de leur fabrication. À travers leurs tutos, elles nous apprennent à comment avoir des yeux de biche, un teint zéro défaut ou encore une bouche pulpeuse. Notre invitée a choisi de partager des lectures avec ses followers. Il s'agit de Dalia Abed, blogueuse littéraire qui sera parmi nous dans un tout petit moment. Wahida Salim Shrif sera accompagnée d'un jeune artiste. Il s'agit de Gessoum Wassim. Et puis, il sera avec nous en direct de Nice à travers Skype. Il s'agit de Rabah Haït Hamadouche, grand reporter qui s'est hissé parmi les meilleurs. Il nous parlera de son parcours et partagera avec nous ses expériences. Vous verrez tout à l'heure. Voilà tout le programme que nous vous avons concocté cet après-midi. Et avant de retrouver notre première invitée, je vous propose une chanson, histoire de s'aérer un petit peu l'esprit. Il s'agit du groupe Tinariwen et on revient juste après avec notre première invitée. À tout de suite. Voilà, on revient comme on vous l'avait promis, donc un bel après-midi, un beau programme que nous vous avons concocté cet après-midi. Et avant de recevoir le docteur Taibi Amina, c'est notre créatrice de bijoux qui est parmi nous. Il s'agit de Badash Shahrazad. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée d'ailleurs, très honorée. Merci, nous aussi nous le sommes. Merci. Donc je le disais tout à l'heure, aujourd'hui vous êtes là, vous allez représenter le Do It Yourself dans notre plateau. Donc vous êtes créatrice de bijoux, vous faites des merveilles comme on peut le voir. Vous nous avez rapporté plein de belles choses, plein de perles, plein de couleurs. Alors parlez-nous de cette expérience que vous vivez depuis un moment. Depuis une dizaine d'années déjà. Depuis que j'ai arrêté de travailler, comme j'étais cadre dans une entreprise nationale. Pour des raisons personnelles, j'ai arrêté de travailler, mais je pouvais juste pas rester à la maison sans rien faire. Alors je devais être passionnée par quelque chose. Voilà, vous avez cherché, creusé au fond de vous. J'ai fait pas mal de formations d'ailleurs. J'ai fait la haute couture, le stylisme, le modisme. Je suis passée par un peu de tout. Super. Voilà. Mais je suis revenue à mes premier amour, c'est la création de bijoux. Comme j'étais très inspirée. Alors j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Je le faisais pour des cadeaux, pour ma famille et tout, pas pour la vente. Il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça que j'ai commencé la commercialisation. J'étais encouragée par mon entourage. J'imagine. Voilà, parce qu'ils ont... Oui, tout à fait. Quand on voit qu'ils ont dû voir, vous aviez un savoir-faire extraordinaire. Oui, c'est ça. Alors, ils m'ont poussé, pourquoi ne pas découvrir ça aux gens. J'ai commencé à faire avec le Johar Har, avec les perles de couture d'eau douce. Très belles perles. Voilà, merci. J'ai commencé avec les modèles traditionnels, chic et tout. Après, j'ai découvert les pierres semi-précieuses. Je suis juste tombée amoureuse des pierres. Voilà, c'est devenu une grande passion. Je cherche la pierre là où elle est. Voilà. Justement, on va parler de ces pierres que vous utilisez dans vos colliers, dans vos bracelets, bagues aussi peut-être. Oui, comment vous faites justement pour avoir à votre disposition ces pierres? Est-ce qu'elles sont disponibles ici? Est-ce qu'il faut faire des voyages pour se ravitailler? Comment ça se passe? Tous les moyens sont bons pour arriver à la pierre. Vous savez, il y a un fournisseur qui me ramène des pierres selon la demande. Je cherche une certaine pierre, il me la ramène. Sinon, des amis qui reviennent de l'étranger, je leur dis de me ramener ça et ça et ça. Des perles. Je cherche rien d'autre que des pierres. Voilà. Sinon, c'est un fournisseur qui nous fait avant. Ce fut un temps. Quand il nous ramenait les pierres, c'est majoritairement des pays asiatiques. C'est la Malaisie, la Thaïlande, la Chine, l'Inde.
nous, on a des pierres. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas l'extraction de ces pierres. Du moment que c'est coûteux et les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux pierres semi-précieuses. Du moment que ce n'est pas rentable à ces gens-là, alors ils n'extractent pas ces pierres. Mais quand vous voyez, la pierre parle d'elle-même. Oui. Et puis maintenant, on va dire que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes se lancent justement dans la création de bijoux. Des hommes aussi, pas que des femmes. Tout à fait. Et justement, en parlant de ces belles créations, Shahrazad, je voulais savoir, est-ce que vous dessinez au préalable ou alors c'est en commençant à faire le bijou que vous le créez? Comment ça se passe? Quelle est votre méthode de travail justement? J'ai un calepin, là parfois où je dessine, je vois un modèle, il m'inspire autre chose. D'accord. Sinon, parfois quand je commence le modèle, c'est bon, genre je me dis ça va être cela, mais au fur et à mesure, je change complètement le cap pour un autre modèle. C'est selon l'inspiration, selon le moment, on va dire cela. D'accord. J'imagine que vous avez pu vous faire connaître à travers des expositions, Shahrazad. Oui. Ça vous a servi? Beaucoup servi, beaucoup servi. Bon, là, en ce moment, il n'y a pas d'exposition. Non, malheureusement, malheureusement. Ça nous manque tellement. Pandémie oblige, les rassemblements sont interdits. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Oui, on faisait avec une très, très belle équipe d'artisans que sûrement pas mal de personnes connaissent. Oui. On faisait dans des centres commerciaux, à City Center, dans des galeries d'art aussi, dans pas mal de lieux, dans une ferme pédagogique à Zerada, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Voilà, on faisait là-bas, mais comme maintenant avec cette pandémie, tous les artisans se retrouvent vraiment coincés. Ils ont beaucoup été touchés par cette pandémie, comme plein d'autres secteurs, bien sûr. Mais vous avez la chance d'avoir un plan B, n'est-ce pas? L'alternative que tout le monde connaît, c'est les réseaux sociaux. Voilà, ça vous sauve la vie. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur ma page, que vous trouverez tous mes modèles, tout pour Ève. Il y a aussi pour Adam, il n'y a pas que pour Ève. Bah oui. Voilà. Il y a les gens qui me suivent sur ma page. On va dire le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Genre, quand quelqu'un achète, elle dit à sa cousine ou bien à sa soeur et tout, ça marche comme ça. Et aussi, ce qui est bien, que je fais la livraison 48 laya, qui veut dire... 48 ou 40 on va dire 45, selon la poste. Ou 49 même, voilà, même à l'étranger. Même à l'étranger, c'est possible, parce que je faisais pour mes clients. C'est une bonne alternative, comme ça les gens ne sortent pas. Exact. Des fois, on veut offrir, parce qu'il y a toujours des anniversaires qui arrivent, des occasions qui arrivent. Avec l'Eid, avec une ribette, on va dire qu'on va rester chez nous, mais... C'est vrai, oui. Lui donne en aparté, comme ça, un petit cadeau à sa fiancée. Faire plaisir aussi, il n'y a pas que pour offrir, il faut penser un peu à soi-même. Bien sûr, oui. Alors, ça m'a beaucoup aidé sur mes réseaux sociaux, sur la page Facebook et Instagram, ça m'a beaucoup aidé. Très bien. Je voulais aussi parler avec vous d'un autre point. En ce moment, on entend beaucoup parler de la lithothérapie. Oui. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de ce phénomène qui commence à intéresser beaucoup de personnes. Oui, beaucoup de monde. Il y a la lithothérapie, c'est les bienfaits des pierres sur le corps humain. Tout à fait. Du moment que c'est des pierres minérales, elles viennent de la terre. On sait que la terre, elle a une certaine énergie. Bien sûr. Bon, je ne suis pas une très, très grande pro de la lithothérapie. Moi, les pierres, je les aime pour leur beauté. Oui, c'est vrai qu'elles sont belles, qu'elles sont brillantes, qu'elles ont de belles couleurs. Moi, les pierres, c'est ça, elles me parlent parce que du moment qu'elle est belle, qu'elle a une certaine valeur. Tout à fait. Il y a des gens, la lithothérapie, ça les intéresse beaucoup. C'est une alternative à pas mal, on va dire, d'autres thérapies, qu'on va dire. Il y en a des pierres qui, par exemple, le malachite. Pas mal de mots, voilà. On va dire, Il y a, par exemple, le malachite, c'est connu pour ceux qui ont le rhumatisme. D'accord, les rhumatismes. Voilà, les rhumatismes, le malachite. Il y a aussi l'hématite, l'hématite aimantée. Il y a l'hématite normale et l'hématite aimantée. Aussi, c'est bien pour le rhumatisme. Il y a des pierres apaisantes, comme on voit ici, la pierre en violet, c'est l'améthyste. Vous pouvez la prendre pour... voilà. Ce sautoir, la pierre, c'est une pierre en violet, c'est de l'améthyste. Elle est très très bien pour les gens hyperactifs. Elle est calme. Il y a aussi le quartz rose. C'est vrai qu'elle a une couleur très intense. Voilà, où c'est des tons de couleurs. On peut trouver de l'améthyste jaune, on peut trouver l'améthyste transparente. Tout dépend là où l'améthyste est extraite. Elle a été extraite. Voilà. Et le bracelet là qui est la pierre rose, c'est du quartz rose. Oui, c'est très beau aussi. Voilà, c'est une couleur douce. Très belle couleur. Et on dit que c'est apaisante, c'est sûr. Tout à fait. Déjà là, on la regarde de loin. Tout à fait. D'ailleurs,
me déstresse. D'ailleurs, en lithothérapie, ils disent que toutes les pierres qui ont une couleur douce, c'est des pierres apaisantes. Voilà. Alors, il y a 1001 pierres. On peut citer des milliers, chacune a ses bienfaits sur le corps. Ça reste naturel. On revient au naturel. Très bien, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci. Alors, nous allons revenir donc, au confinement. On est à la maison, on évite de sortir, juste en cas de nécessité, on va dire. Est-ce que vous créez plus en ce moment ou au contraire, vous avez laissé de côté pour faire autre chose? C'était le moment où je pouvais créer. Vous avez plus fait à manger, j'allais dire, du pain. Ça se voit, non? Ça se voit sur on est toutes passées par là. Ça se tous voit. Les pains, toutes les brioches, toutes les recettes, on a tout essayé. Qui passe, à essayer. Tout à fait. Mais voilà. maintenant. Mais vous avez quand même créé des bijoux, oui, beaucoup plus, parce qu'avant, il y avait les expositions. Alors, j'étais un peu restreinte dans le temps. Exact. Maintenant, je suis chez moi, alors j'ai tout le temps. Et comme moi, je travaille beaucoup plus la nuit. Je veille très tard. Je suis dans mon monde, avec mes pieds, avec tout ce que je fais. On a plus d'inspiration. Mais c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai fait pas mal de nouvelles créations. D'accord. Et justement, on va parler de vos créations. Qu'est-ce que vous aimez faire le plus? Bon, je vois des sautoirs, des khamsets aussi, des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que vous aimez plus? Moi, j'aime beaucoup plus faire des sautoirs avec un mélange. Aujourd'hui, j'ai pas ramené, mais il y a le sautoir en verre. Celui-là? L'autre sautoir en verre, en agate verte. D'habitude, je l'ai fait un mélange de pierres de fond et de forme. Genre, je ne me restreins pas à une certaine couleur ou un protocole ou quoi que ce soit. On se permet tout en création. Bien sûr. Voilà, je me lâche. Les sautoirs, je me lâche. Sinon, les revisites des Louisa, c'est vraiment très tendance en ce moment. Oui, c'est vrai. En boucle, même en accessoires lunettes que je fais. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur les chaînettes là pour les lunettes pour les lunettes que vous trouvez. Il y a un modèle, mais il y en a tellement que ça fait tellement le buzz en ce moment. Voilà. Sinon, je vous ai dit le traditionnel relooké, le traditionnel remodernisé. D'accord. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez de nouveaux projets? Est-ce que vous voulez rester justement dans votre domaine? Vous perfectionnez, pourquoi pas, bien que c'est très beau, ce que vous faites est très beau, très raffiné aussi. Merci, c'est gentil. Moi, le but, c'est toujours de me perfectionner, de connaître de nouvelles techniques. Justement, est-ce qu'il y a des échanges avec des artistes? Ici, non, ou chacun pour soi? Il y en a, chacun pour soi. Ici, il y en a. Quand on a un groupe d'artisans, quand il y a un groupe d'artisans avec qui on est très d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je regarde un peu partout dans le monde. Du moment que l'Internet, le monde devient une petite région, comme on dit, une petite ville. Alors, on regarde, on est, comment dirais-je, on est... comment dirais-je, les modèles viennent un peu de partout. Voilà, on est inspiré par un peu tout. Si quelqu'un porte un bijou, je le regarde, j'ai un autre modèle qui vient après. D'accord. Shahrazad, restez avec nous. Nous allons découvrir ensemble un reportage. Il s'agit juste, on le disait tout à l'heure, donc le secteur de l'art a été touché, comme plusieurs secteurs d'ailleurs. Et justement, un plan B, on parlait tout à l'heure de plan B. Il s'agit d'une galerie qui a ouvert, un reportage qui a été réalisé par notre collègue Siham Knouch. Restez avec nous, on va regarder ce reportage et on revient juste après. À tout de suite. Il vient d'où? Tissage, poterie, vannerie ou peinture. Dans cette galerie d'art, on valorise les atouts de tout artisan. Chaque objet est une création à part entière. Il reflète une culture et un style de vie. J'aime l'art, j'aime l'artisanat, j'aime mon pays aussi. Je voulais faire la promotion de nos objets d'art. Et voilà, le jour de l'ouverture, il y a eu un monde fou. Il y a eu des artisans qui nous ont approchés ce jour-là pour travailler aussi avec nous. Et depuis, on travaille en collaboration ensemble sur de nouveaux produits, de nouveaux objets, de nouvelles couleurs, de nouvelles matières, de nouveaux supports. L'espace est dédié à l'expo-vente. L'artisan expose son travail, mais aussi il peut rentrer en contact avec d'autres artisans, histoire d'échanger leur savoir-faire et leur expérience.
il y a 3 personnes qui ont participé pour la mise en œuvre de ce produit. Il y a nous, avec notre imagination. Il y a la personne qui a fait le symbole berbère qui se trouve à Timimoun. Et il y a l'artiste peintre qui a mis en œuvre le produit. Les artisans viennent de partout, de chez nous, avec des fils qui s'entrelacent subtilement et des symboles qui racontent un savoir-faire ancestral. L'initiative est louable, elle encourage l'art de l'artisanat qui, lui, ouvre grand les portes à la culture, à l'économie et au tourisme. Voilà donc un beau reportage réalisé par notre collègue Siam Kinnouch, n'est-ce pas Shahrazad? Oui, très très beau. D'ailleurs, ça me fait revivre nos expos. Vous savez, tellement ça nous manque. Oui. Justement, le contact avec les gens qui c'est ça ce qui est important. Les expos artisanats, c'est ça, c'est le contact avec les clients et aussi avec l'équipe d'artisans. On se lie d'amitié et tout. Alors ça nous manque vraiment beaucoup. Ça fait une ambiance très particulière. Ah oui, tout à fait. Shahrazad, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des bijoux que vous avez ramenés cet après-midi, donc les boucles, les perles que vous avez utilisées? Il y a des boucles en lui, des boucles toutes simples avec des pierres. Il y a de l'œil de tigre en haut. Il y a une pierre avec comme si c'est de la poussière d'or. Elle s'appelle le Goldstone. Elle est tout en bas. Quoi encore? Il y a de la turquoise, la pierre bleue. Il y a de l'onyx. Il y a un mélange de tout en boucle. Il y a même du corail. Vous trouverez aussi le skreb en johar, qui comporte avec nos karakous, avec la robe fergani et tout. C'est l'un de tenues traditionnelles. C'est l'indémodable. C'est l'indémodable. Il y a des sautoirs traditionnels aussi pour les gens qui n'aiment pas s'alourdir avec les accessoires et tout. Il y a une tranche de personnes qui n'aiment pas le charger et tout. Ils aiment beaucoup plus le soft. Vous trouverez aussi le sautoir qu'on a parlé tout à l'heure sur le verre. C'est des agates vertes. Le sautoir était monté pièce par pièce. Il y a pierre par pierre. Il y a aussi le sautoir en verre aussi du traditionnel. Et là, c'est un peu soft. C'est de l'agate avec une khamsa en cuivre palestinien. Le khamsat, quand vous savez, c'est le grand amour de pas mal de personnes. Ils adorent cette forme de bijoux. Ça marche toujours, le khamsat. Toujours, c'est le pari gagnant. C'est une valeur sûre, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, le pari gagnant. Il y a les bracelets pour hommes ou bien mixtes. Justement, les bracelets pour hommes, qu'est-ce que vous utilisez comme pierre? Qu'est-ce qui diffère? C'est beaucoup plus sobre, on va dire, beaucoup plus simple. Il y a la pierre volcanique, il y a l'œil de tigre, il y a l'onyx, il y a l'hématite. On est beaucoup plus dans le sobre et le simple. Nous, on aime le coloré et tout. Pour les hommes, c'est un peu plus simple. Quoi encore? Il y a le bracelet avec des grosses agates et une pierre de quartz rose. Et vous trouverez davantage sur ma page, surtout pour Eve. Tous les modèles disponibles et tout. Et les accessoires lunettes, bien sûr. Très bien. En pierre semi-précieuse ou bien en cristal, c'est au choix de la personne. D'accord. Donc plein de belles créations, j'ai envie de dire. Ça vous prend combien de temps pour créer, on va dire Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend le modèle. Il y a un modèle qui m'a... j'ai passé dessus 3 jours. C'était un modèle, c'était un sautoir. Une ligne de pierres semi-précieuses, il y avait 7 lignes, c'était en fil de soie. Ça prend beaucoup trop de temps. Il y en a des modèles qui me prennent 5 minutes. Il y en a d'autres, une journée. Tout dépend de la complexité et la technicité du modèle. C'est tout, voilà. Très bien. En tout cas, merci. Bravo pour tout ce que vous faites et bravo pour tout ce que vous avez ramené. De belles créations. Je pense que nous allons avoir, je le disais tout à l'heure, Rabah Haït Hamadouche, qui est grand reporter, je l'avais annoncé au sommaire, qui va partager avec nous un moment Skype, histoire de parler de son expérience, aussi de son pays d'origine et ce qu'il a fait dans ce sens. Voilà, donc est-ce que la connexion est faite ou pas? Donc voilà. Aussi, alors, oui, je pense que c'est bon, on peut la voir. Bonsoir Rabah. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Quelle surprise! Je m'attendais à vous avoir chez vous. Ah non, je suis en mer là. Merci en tout cas, merci à vous. Vous nous faites voyager à travers ce direct, à travers Skype. Donc là-bas, nous allons commencer. Au large de Monaco.
D'accord, super. Donc, nous allons commencer par le début là-bas. Vous êtes français d'origine algérienne, au parcours atypique, c'est le cas de le dire. Franco-algérien. Franco-algérien. Voilà, donc au parcours atypique, faut le dire. Parlez-nous un petit peu de votre engagement dans la grande famille de la presse là-bas. C'est simple, depuis tout petit, j'ai voulu devenir journaliste. Ma passion est née avec la lecture de Tintin, qui est un grand voyageur, comme vous pouvez le voir. Ça m'a donné envie d'aller vers ce métier, puis parce que je suis très curieux et que j'aime raconter, reporter ce que je vois. Bon, ça bouge un peu là, désolé. J'aime reporter ce que je vois et le ressenti que j'ai sur le terrain. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, qui est l'un des plus beaux métiers du monde, puisqu'on peut vivre plusieurs métiers en un. Tout à fait. D'accord, très bien. Rabah, aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de l'une de vos chaînes de valeurs qui est la méritocratie, n'est-ce pas? Oui, on peut dire que j'ai un parcours méritocratique puisque je viens d'une famille kabyle, immigrée dans les... Ah. Ça c'est cool. Oui. Un petit peu, passer une grande école de journalisme, aller jusqu'au doctorat en sciences politiques et ainsi intégrer les plus grands médias français. Et effectivement, c'est par la force du travail, par l'éducation des parents, notamment. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? La connexion est... Oui, bien sûr. D'accord. Nous allons poursuivre. Donc, vous avez réalisé des reportages concernant la diaspora. Oui, tout à fait. Alors, plusieurs fois, je suis venu plusieurs fois en Algérie, notamment pour TF1, pour lequel j'ai travaillé durant de longues années, pour lequel je suis venu. Je suis venu notamment, par exemple, pour le retour des Pieds Noirs à Alger. C'était très instructif, ce reportage. Et aussi pour l'implantation de ce qu'on appelle les beurs, c'est-à-dire les Français d'origine algérienne qui sont venus notamment autour des années 2007-2010 en nombre investir dans le d'origine. J'ai suivi plusieurs personnes, notamment sur les réinvestir et redonner à leur pays d'origine. D'accord. Justement, Rabah, que pensez-vous de l'idée de fédérer la diaspora algérienne, défendant les intérêts de la communauté et agissant autant que lobby au service de l'Algérie? Il y a eu plusieurs tentatives par le passé de rassemblement. Malheureusement, pas abouti, mais je pense que c'est le cas. Il y a de pêcheurs, de marins. Pourquoi pas avoir une sorte d'organisation regroupant les Algériens de la diaspora, notamment en France. Il y a toujours eu des tentatives, mais qui sont malheureusement soldées par des échecs. Et ça serait quelque chose de bénéfique, je pense, pour tout le monde, d'avoir des personnes représentatives de cette communauté qui est fort importante. D'accord, très bien. Et donc, à votre avis, quel serait le profil aujourd'hui du journaliste de demain face à un monde de plus en plus digitalisé, à des outils de la nouvelle ère numérique et de l'intelligence artificielle? C'est bien compliqué tout ça. Écoutez, bien heureux celui qui peut dresser le portrait de l'avenir, mais en tout cas, il est vrai qu'on est dans une période de mutation dans le domaine de la presse notamment et de l'information depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, notamment avec l'émergence de l'Internet, et que les moyens de communiquer, les moyens de s'informer ont beaucoup changé. On parle d'info GABJ pour le récepteur, c'est-à-dire pour le lecteur ou le téléspectateur, qui est noyé par l'information. Et le vrai travail maintenant, journaliste, plus encore qu'auparavant, c'est d'être le médiateur et de sélectionner la vraie information contre les fake news pour le grand public. D'accord, très bien. Et puis, vous étiez à Marseille, là vous êtes à Monaco. Vous étiez à Marseille pour réaliser une série de reportages là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'esprit de notre communauté par rapport à la pandémie du Covid-19? Alors Marseille est particulier, c'est un pays dans le pays, c'est une très grande communauté. Et il y a aussi le professeur Raoult, donc qui est vénéré. Que vous avez eu justement la chance d'interviewer. Oui, j'ai interviewé M. Raoult et c'était un grand moment puisqu'il représentait tout le monde. Je pense qu'il m'accorde une heure d'entretien. C'est quelqu'un de très grand et qui a justement un amour, notamment pour la crête. Beaucoup d'étudiants qui viennent de ces médecins qui viennent de là-bas. Et il y a beaucoup de les questions de paludisme, donc il était en et une sorte de point fort de le Covid Marseille, puisque c'est l'IHU qui a propulsé en avant cette solution de chloroquine qui a pu freiner cette épidémie. Et maintenant, ceux qui j'ai pu parler, il y en a beaucoup. D'accord. Et qui attendent ça avec impatience.
D'accord. Bah écoutez, Rabah, dommage que la connexion soit mauvaise. Franchement, c'est un beau cadre que vous nous offrez cet après-midi en direct de Monaco à travers Skype. Merci Rabah. Merci à vous d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Malheureusement, la connexion est mauvaise, mais on a pu quand même comprendre un petit peu vos réponses. Merci encore une fois. Alors, merci à vous et bonjour à tous les Algériens. Merci. Au revoir Rabah. Au revoir. Alors, Shahrazad, merci à vous également. Merci à vous, c'était un plaisir. Donc là, on va un petit peu revenir juste sur vos projets. Oui, brièvement. En fait, Inch'Allah que cette pandémie nous quitte le plus vite possible et comme ça on reviendra à nos expos artisanales qui nous manquent vraiment. Le contact avec nos clients, nos amis artisans. Et je dirais, Inch'Allah, ça viendra avec le temps, peut-être un point de vente, on ne sait pas. Très bien. Sait-on jamais avec l'avenir. Ok, merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on vous recevra pour d'autres occasions, expositions, pourquoi pas. Et avant de nous quitter, on vous offre à vous ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent cet après-midi une chanson, une petite pause musicale et on revient juste après avec notre prochain invité.
Et après ces belles mélodies et ces belles paroles aussi, le professeur Taïbé Amina nous a rejoint. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, quand vous voulez. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, voilà, et de partager donc ce moment avec nous. On va parler de la triste réalité du moment. On est voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, on va commencer par un projet qui s'est concrétisé depuis le début de cette pandémie. Vous avez lancé donc un appel aux dons par Internet, et c'est un projet qui a connu un franc succès. Comment vous avez eu cette idée? Elle remonte au mois de mars, avril? Ce n'est pas un projet, c'était spontané. Une idée, voilà, spontanée, exact. Parce que quand le Covid avait commencé, comme Blida était la première wilaya touchée. Oui, au début de la pandémie en Algérie. Et comme j'avais déjà travaillé pendant 3 ans à Blida, donc je les connaissais tous. Donc quand ça avait commencé à Blida, je me suis dit, il faut que j'achète le matériel de protection pour moi, pour mon cabinet. Oui. Donc je suis partie acheter, et le soir j'avais parlé à l'une des réanimatrices parce qu'ils avaient reçu le premier Covid à l'hôpital de Blida, parce qu'ils n'étaient pas préparés. Avant, les malades partaient à Boufarik. D'accord. Au tout début de la pandémie, voilà. Donc ce qui fait que le réanimateur avait intubé le malade Covid sans aucun moyen de protection, juste une simple bavette. D'accord. Et là je me suis dit, les pauvres. Oui. Donc je suis partie. C'est vrai qu'au début, on n'était pas préparé. Tout à fait. Personne n'était préparé à cet épisode, on va dire. Donc le lendemain, je suis partie au magasin, là où j'avais acheté mon matériel. Je lui ai dit, laissez-moi tout. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Parce que franchement, j'ai eu de la peine pour eux. Oui. Et quand je dis personnel, c'était pas rien que le réanimateur. Bien sûr, tout le monde est concerné. Pas que les réanimateurs, les médecins. Tout corps confondu. Le paramédical, l'agent de sécurité, les femmes d'entretien, tout le monde. Donc je suis partie au magasin où je lui ai dit, vous me laissez tout ce que vous avez. Puis il me regardait, je lui ai dit, je vous en supplie. Je lui ai dit, d'ici demain, je vous ramène l'argent. Et je me suis dit, j'espère que je pourrai avoir cet argent. Parce que à moi toute seule, pour acheter tout un matériel de protection, c'est pas évident. Et on devait le renouveler, parce que c'est du jetable. Exactement. Donc il faut le renouveler tout le temps. Tout à fait. Et après, quand je discutais avec le monsieur, je lui ai dit, voilà, il m'a dit, je connais quelqu'un à Blida. Un chirurgien qui s'est avéré, c'était son cousin. Je lui ai dit, vous pouvez lui demander, je suis quelqu'un de confiance. Parce qu'il ne me connaissait pas, c'est pas évident. Donc j'ai fait un appel sur Facebook directement. C'est vrai que les gens ne me connaissaient pas. Il y a eu beaucoup de donateurs. Ça nous permettait surtout au début à Blida je n'étais pas la seule, je ne dis pas que ça m'appartient. Oui, bien sûr, tout à fait. C'était une vague de mobilisation qui gagne le pays au jour d'aujourd'hui. Il y avait des associations, des particuliers, il n'y a rien à dire. Il y avait une solidarité vraiment... Oui, oui. Le peuple algérien est connu pour ça. Donc on m'avait contactée, je suis partie récupérer un peu de chez tout le monde, j'ai vu la famille. Vous vous êtes déplacée pour récupérer? Je me déplaçais au début toute seule, après il y a eu des amis qui m'ont aidée, je ne mens pas. Par exemple, quand c'est le secteur de Bertouta, c'était un ami là-bas qui collectait. Voilà, c'est ça. Chaque localité, j'essayais de... Il me manquait un peu d'argent pour avoir le tout. D'accord. Je lui dis, patientez demain. Il m'a dit, prenez tout, vous me payez demain. Voilà, il vous a fait confiance. Vous savez, je suis partie à la maison. Il y a quelqu'un qui est venu. Il m'a ramené comme par hasard le reste. D'accord, oui. Je suis partie, j'ai tout envoyé. À chaque fois, on envoyait à Blida, on envoyait à Blida. Il y a eu beaucoup de donateurs. Vraiment, je les remercie énormément. Et je vais vous dire, pour cette vague de solidarité, il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens que je connais. Qui sont venus contribuer. Quand même, avec ce qu'ils peuvent. Et moi, je sais qu'ils n'ont pas les moyens. Et ils m'avaient supplié. Et franchement, cette vague de solidarité faisait chaud au cœur. Bien sûr. Et bien sûr, je ne les prenais pas, je ne prenais que ces dinars symboliques de ces gens-là. Pour vous dire à quel point tout le monde était solidaire et pensait à ce personnel hospitalier. Exact. Parce que sachez que ce personnel hospitalier, il est là-bas de 8h jusqu'à 16h minimum. C'est vrai qu'ils sont à bout de souffle. Et la garde, ce n'est pas à bout de souffle. Vous ne savez pas ce que c'est que porter une camisole par cette chaleur. Justement, ce matériel dont vous parlez, des masques, des charlottes, des surchaussures, les désinfectants, tout. Et avec cette chaleur, porter ce matériel toute la journée, c'est insupportable. C'est juste insupportable. Sachez parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même avec leur salaire, même les gens, même avec tous les dons, ils ne peuvent pas acheter une tenue pour tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors imaginez, ni ils prennent d'eau, ni ils partent au sanitaire, rien que pour préserver cette tenue. Pour ne pas se contaminer. C'est vraiment pénible. Oui. Donc il y a eu cette vague de solidarité. Et puis je ne vous mens pas, quand je faisais les appels sur Facebook, je remercie tout le monde sans exception.
J'avais plus de bravos que de donateurs. Sachez que ce n'était pas pour la publicité. C'était vraiment pour avoir des dons, pour pouvoir... Bah oui, on vous a vu nulle part, c'est juste pour faire du bien, pour aider, ça part d'une bonne intention. Et puis après, il faut comprendre, on comprend parfaitement, la situation a duré. Il y avait Alger aussi. Tout à fait. Donc qui a justement bénéficié de ces dons, plus de l'hôpital de Blida? Je donnais un peu partout, voilà, un peu partout. Vous aviez commencé par Blida parce qu'au tout début, c'était la ville la plus touchée. Quand je pouvais donner, à chaque fois que j'avais quelque chose, je les appelais, je leur disais de revenir. Pas plus tard qu'avant, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a, franchement, ça a été un énorme don. Ça nous a permis aussi d'acheter avec l'association que je remercie énormément de Winelra. Oui, voilà. Ils ont aussi une page Facebook. Ils ont une page Facebook et ils sont très actifs et voilà, ils ont beaucoup de facilité et tout. Tout à fait. Ils sont très actifs et voilà, tout à fait. très réactifs également. Voilà. Comme je ne réussis pas à avoir beaucoup de donateurs, donc ce que j'ai, D'accord. C'est eux qui s'en occupent, voilà. Ok. Très bien. Donc aujourd'hui, nous devons d'être tous solidaires envers le corps médical, le personnel de santé. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Le souci avec les donateurs, je vous ai dit, je comprends parfaitement. Là, il y a la crise financière. La plupart des donateurs, c'était des gens qui travaillent pour leur propre compte. Exact. Donc, avec la crise financière, ce n'est pas évident, je sais, de donner autant qu'avant. Mais ça serait bien que les gens se rappellent de temps en temps qu'il y a ce personnel. Que c'est pas fini. Que c'est pas fini. Que c'est pas fini. Qui gagne le pays. À votre avis, est-ce qu'elle doit être organisée et encadrée pour que justement tout se passe bien, que tout le monde ait ce dont a besoin ou qu'il n'y ait pas d'anarchie, autrement dit? Moi, je vous dis, en ce qui me concerne, j'ai agi seule. D'accord. J'ai agi seule, comme je connais presque tout le monde. Donc, c'était facile pour vous? C'était facile pour moi d'acheminer. J'appelle tel hôpital, venez chercher. Voilà. Ils viennent, ils cherchent. Et je favorisais, je le dis et je le redis toujours, les gens qui travaillent dans l'unité Covid. C'est vrai que le reste est exposé. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas exposés. Même nous, on est exposés. Mais ceux qui en ont vraiment besoin, c'est les gens qui travaillent, c'est le personnel qui travaille dans les unités Covid. Donc, je demande à la population, ceux qui peuvent se permettre, le matériel est disponible, d'aider nos collègues hospitaliers. Voilà. Les aider aussi. En parlant d'aide, nous allons fêter Eid al-Adha dans pas longtemps. J'imagine qu'il y aura beaucoup plus de foyers de contamination. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent cet après-midi? Quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Écoutez, je ne vais pas faire de fatwa, je ne suis pas imam. Mais je me dis que... Non, des conseils, justement. Des conseils, voilà. Moi, je réfléchis peut-être en tant que médecin. Voilà, c'est ça. Je me dis, ces moutons ont été vus par des milliers de personnes. D'accord? Nous savons très bien qu'un mouton peut attraper la grippe. On les a déjà vus quand on achète les moutons. Parfois, ils sont grippés. Eh bien, de l'Aïd. D'accord. Et donc, c'est une source de contamination, qu'on le veuille ou pas. Les gens ne savent pas découper. Ils vont emmener chez le boucher. Vous vous rendez compte, cette rue vers les bouchers. Donc, c'est notre source de contamination. Les visites familiales aussi, c'est une source de contamination. Surtout, il faut penser aux gens âgés. Il ne faut pas leur rendre visite parce que ce sont des gens fragiles qui ont des maladies, etc. Moi, je me dis qu'à partir du moment où il y a religion et la religion, c'est le bon Dieu, je sais, voilà l'islam. Mais je ne rentre pas dans les détails. On parle côté pratique, je donne juste justement, nous, aujourd'hui, sur notre plateau. La Kaaba n'est plus ouverte au monde entier. D'accord? Alors que c'est fard min farud l'islam. Donc, un mouton. Ouais, on peut, cette année, on peut faire l'exception. Voilà, on peut faire l'exception. Très bien. C'est ma façon de voir les choses. Oui, bien sûr. Voilà. Mais les gens doivent doubler de vigilance. Tout le monde doit doubler de vigilance. On a beau doubler de vigilance, mais je pense que c'est un moyen de contamination. On les voit dans les quartiers. Les gosses avec leurs moutons. Oui, c'est vrai. On les voit dans les quartiers. Donc, il faut quand même qu'on respecte moi, je pense qu'il faut éviter. Les mesures en tant que médecin, moi, je pense qu'il faut éviter. Tout à fait. Ben, écoutez, et aujourd'hui, on va revenir à votre l'opération de dents que vous avez entrepris. Est-ce qu'aujourd'hui, ça continue? Ça a baissé, vous me disiez? Je vous ai dit, ça a baissé. De temps en temps, on m'appelle. Dès que j'achète et je donne. À votre avis, est-ce que c'est parce que justement, aujourd'hui, ils ont plus de moyens
vu qu'on s'est un petit peu adapté, on va dire, à cette... Qui a plus de moyens? Les hôpitaux, les médecins, Écoutez, moi je ne vous à leur mens pas. disposition, ils ont plus de moyens à leur disposition? De tous les jours, non. D'accord. Donc ils sont obligés de faire attention. D'accord. Ils ne sont pas à l'aise dans leurs moyens. Très bien, d'accord. Voilà. Écoutez, merci. Ils ne sont pas à l'aise et ils réclament. Voilà, ils réclament, voilà. Okay, donc vraiment, j'invite toute la population, tous ceux qui peuvent se permettre. Il y a plusieurs associations, il y a des particuliers. Sinon, allez directement aux unités Covid. Tout à fait. Donc, et aujourd'hui, à travers notre émission, on tient aussi à rendre hommage à tout le corps, médical. Et croyez-moi, parce que ça fait mal au cœur. Oui. Ça fait mal au corps quand on sait qui s'est battu, peut-être qu'il n'y avait pas le moyen de protection, peut-être qu'il n'y avait pas tous les moyens de désinfection dans les cabinets. On ne peut pas avoir des moyens de désinfection. Il faut faire appel à des compagnies particulières, etc. Exact. Ou sinon un matériel qui coûte cher pour tous les jours et tout, c'est pas évident. Donc ça nous fait de la peine de voir. Et puis même les agents de nettoyage sont concernés, seront concernés. Je vous ai dit, tout le monde, tout corps confondu. Tout corps confondu. Tous, tout le monde est concerné. Parce que nous, dans les dons, même les femmes d'entretien, on leur achetait les gants, les gants qui sont longs, etc., pour ne pas se contaminer. Elles avaient droit à leur FFP2, etc., à l'époque. Donc franchement, tout personnel... Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'une. De deux, pour justement ce que vous avez, donc cette opération que vous avez pu mettre au profit de tous les médecins. Je sais. Voilà, on vous remercie. Voilà. Mais sachez que je l'ai fait pour... je n'attendais rien en retour. Ils le savent très bien. Tout à fait. Et vraiment, j'invite tout le monde à le faire. Parce que je le dis et je le redis, c'est vrai que je fais dans la redondance, mais ça fait mal au cœur de les voir comme ça. Imaginez-vous travailler dans des conditions pareilles et en plus l'appréhension d'être contaminé et de contaminer sa famille, croyez-moi, c'est une psychose qui continue au long cours. Exact. Ok, en tout cas nous pensons à eux et voilà, à travers notre émission et nous leur rendons hommage. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci. Nous aurons l'occasion de vous inviter, Inch'Allah, que tout sera fini exactement dans de meilleures conditions. Voilà. Et puis l'émission se poursuit et avant de recevoir notre prochaine invité, je vous propose un reportage et on revient juste après. À tout de suite. Oui, le jeu en vaut bien la chandelle. Et c'est bien en 1961 que des enfants de l'ex-Allobroge à la cité Malki sont tombés sur un trésor. L'un d'eux est Selim Belhadjouri, celui avec qui le grand livre de cette partie de la terre a été ouvert. J'avais à peu près même pas 7 ans, 61, même pas 7 ans. Et c'était pas le fait d'aller essayer de ramener ça ou ça, c'était gosses, on jouait ensemble, on jouait en groupe. Et le hasard que j'ai trouvé par terre, un os qui m'a semblé une dent d'un animal. J'attendais que mon père revenu du travail, je lui ai montré. Et il m'a demandé d'aller ramener encore d'autres. Et on a fouillé en groupe. On a ramené un petit sachet avec des dents qu'on a creusé de la terre. Et on a ramené un sachet plein de trouvailles, plein d'ossements. Et peut-être quelques jours après, mon père m'a demandé d'aller avec lui à Musée Bardot. Un site baptisé l'Atérien des Allobroges, le gisement des phacochères. C'est l'un des lieux préhistoriques les plus anciens de la ville d'Alger. Il y a eu donc des fouilles qui ont été entreprises et on a découvert un matériel qui a été étudié par la suite par Madame Chahid. On l'appelle gisement des phacochères parce que les ossements de phacochères sont très nombreux, mais il y a aussi d'autres ossements, donc d'équidés, de rhinocéros et autres animaux sauvages, qui montrent que l'homme s'est installé dans cette zone-là, en bordure d'un oued, l'actuel oued Knis, qui descend jusqu'à la mer, et sur un monticule pour pouvoir échapper aux animaux sauvages. Direction le musée du Bardo d'Alger pour ouvrir grand les yeux sur l'une de ces merveilles. Les ossements des animaux préhistoriques découverts en 1961.
Le musée du Bardo possède quelques éléments de faune et quelques industries qui se rapportent à cette époque, qui est le Paléolithique moyen, et aussi cette fameuse brèche où on voit un amalgame c'est-à-dire de faune qui font référence à une époque où cette faune était diversifiée. Il y a eu des études qui ont été menées par certains paléontologues algériens. De nouveaux éléments ont été découverts, notamment concernant c'est-à-dire une espèce d'écousse qui a été nommée Equus algericus et Equus melkiensis en référence au site Cité Malki. Aujourd'hui, ce site est livré à l'abandon et à l'oubli. Le quartier de la Cité Malki et la commune de Benaknoun gagneront à valoriser ce site, dont l'âge remonte à plus de 40 000 ans avant notre ère. Un beau reportage réalisé par Yazid Ait Mahiddin. Et puis, notre invité nous a rejoint, je le disais tout à l'heure, alors qu'à travers leur tuto, ils nous apprennent à avoir un teint zéro défaut, un œil de biche. Elle, non, c'est tout le contraire. Elle a choisi de partager avec ses followers donc, des lectures de la littérature. Il s'agit de Dalia Abed, qui est blogueuse littéraire. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc vous étiez très prise avec le travail, oui. Et puis vous avez enfin pu vous libérer pour nous, rien que pour nous, exactement. Pour justement vous faire découvrir et que les téléspectateurs découvrent ce que vous faites. Donc je le disais, vous êtes blogueuse littéraire. Exactement. Alors, quand est-ce que vous avez commencé? Comment vous avez découvert cette passion pour la lecture et la littérature, j'ai envie de dire? La passion de la littérature, en quelque sorte, m'est venue depuis mon jeune âge. D'accord. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui lisait depuis belle lurette, on va dire. C'était mes parents qui m'ont transmis l'amour. On salue cet après-midi. Voilà. Que je salue aussi. Okay. Et donc, c'était mes parents qui m'avaient transmis l'amour des livres, etc. Et c'était ma mère qui m'a incité, qui m'a inculqué aussi cette valeur. Depuis votre jeune âge? Depuis toute petite. Et donc, elle me lisait tous les soirs donc, des histoires et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et aussi, après mon bac, j'étais focalisée. Je voulais faire littérature française à la fac. Donc, j'ai suivi. Donc, vous avez suivi ce cursus? Voilà, j'ai suivi. J'ai fait une licence de français, spécialité littérature. D'accord. Et donc, après avoir terminé mes études, je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer un blog littéraire. Voilà, vous étiez prédisposée, on va dire. Exactement, oui. Parce que déjà cette idée-là de créer un site, en quelque sorte. Est-ce que vous aviez vu une blogueuse littéraire et que ça vous a donné l'idée de faire ça ou non? Oui, oui. J'ai été influencée en quelque sorte, puisque j'étais là avec mon téléphone en train de voir Instagram. Déjà, j'étais abonnée à des Instagrammeuses littéraires que je suivais, etc. Je commentais, je publiais, je likais, tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, je me disais, pourquoi pas moi? Pourquoi tout le monde est en train de faire ça et pourquoi pas moi? Puisque je partage la même passion, pourquoi ne pas faire la même chose qu'elle? D'accord. Et donc, on va dire en novembre 2018, il me semble, j'ai créé mon compte Instagram littéraire. D'accord. Et ensuite... Comment ça s'appelle? Les lectures de Dalia. Ok, super. Et directement, je crois, une semaine après, j'ai ouvert le blog, moi qui était et qui suis toujours nulle en tout ce qui est informatique. Donc, j'ai passé Vous êtes mise à la dure réalité. La création de mon site. J'ai passé une semaine non-stop, nuit et jour, à savoir comment créer, à mettre en place le fond, l'arrière-plan, les couleurs et tout ce qui est, voilà, tout ce qui s'ensuit. Oui, tout à fait. Ensuite, mon blog a vu le jour et voilà, de fil en aiguille. Voilà. Quel courage. Personne ne vous a aidé? Non, pour toute seule. Franchement, bravo. Bravo. Et donc aujourd'hui, avec qui vous partagez ces lectures, vous échangez, on va dire, des idées sur les livres que vous lisez, avec qui? Avec les personnes qui sont à 98% passionnées par ça. D'accord. J'ai eu la chance d'ailleurs, durant le confinement, puisque j'étais confinée pendant presque 3 mois, il me semble. Donc, justement, est-ce que vous avez plus lu pendant le confinement? Tous les jours.
tous les jours. Il m'est même arrivé de lire un bouquin en même pas 24 heures. Donc j'enchaînais livre après livre, etc. Et donc il y avait des personnes que je suivais. Je m'étais dit, écoute, Dalia, profites-en, c'est l'occasion ou jamais. Tu es en plein confinement, prends des nouvelles de ces personnes-là. Et c'est grâce à ça que j'ai pu les découvrir, comment dirais-je, les découvrir. Elles se sont ouvertes à moi en quelque sorte. J'ai pu les découvrir de plus en plus et j'ai pu discuter avec. Parce que vous étiez plus en contact avec eux. Non, pas ça. Je voyais par exemple leurs posts, je commentais et c'est tout. Mais je ne cherchais pas à approfondir ma méconnaissance avec. C'était une blogueuse littéraire. Le profil de la personne, voilà, c'était une blogueuse. Ce qu'elle faisait peut-être dans la vie. Exactement. Je voyais par exemple sa bio, elle avait quel âge, elle vivait où. Pour moi, c'était bon, merci, au revoir. Et avec le confinement, j'ai pu aller un petit peu plus en profondeur, on va dire. Des relations humaines se sont créées. Exactement, oui. Et de chaque jour, on va dire avec quelques personnes, avec quelques filles aussi. Je me connectais, je voyais qu'elles me laissaient des messages. Comment vas-tu? Quel livre as-tu lu aujourd'hui? Où en es-tu avec la lecture? C'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a des personnes qui partagent la même passion que la vôtre. Exact, j'imagine, c'est sûr. Donc, voilà. Et dites-moi Dalia, donc quand vous échangez avec ces personnes, vous donnez votre avis sur le livre? Est-ce que vous résumez le livre? De quoi vous parlez? Alors déjà, pour vous parler d'une chronique, en quelque sorte. Bon, pour faire une chronique, il faut d'abord prendre le livre en photo. La couverture, les gens puissent le reconnaître. De petites informations, par exemple la date de la parution du livre, le nombre de pages, la maison d'édition, l'auteur et le titre. Ensuite, un petit résumé. Vous pouvez même, par exemple, voir le dos de la couverture, le petit résumé, etc. Ensuite, vous donnez votre avis. De ce que vous avez pensé, de quoi ça parle, sans trop aller au fond du livre, par exemple, sans trop spoiler en quelque sorte, dire de quoi ça parle, de ce que vous avez pensé. Et puis voilà, si vous recommandez ou pas le livre. D'accord, surtout ça. Voilà. Exactement, oui. Surtout. Et justement, quels sont les livres que vous avez plus de facilité à lire, vous, aujourd'hui? Un auteur que je lis le plus, c'est Yasmine Khadra. C'est sacré pour moi. Chaque nouvelle sortie, il doit être dans ma bibliothèque. C'est sacré. Très bien. Et donc, est-ce que vous échangez avec on va dire, des filles, des Algériennes, des étrangers? Est-ce que c'est limité ou c'est ouvert? Voilà. C'est ouvert. L'essentiel, c'est qu'il y ait des personnes qui partagent la même passion. Tu partages la même passion que la mienne, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Donc, que tu sois algérien, français, américain, ce que tu veux, tu partages ma passion, tu es le bienvenu. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes suivi par combien de personnes? Alors, sur Instagram, je suis suivie, il me semble, par 440 abonnés. Et sur le blog, je ne peux pas voir, mais je vois les statistiques. Par exemple, quand j'écris une chronique, quand je la mets en ligne, je vois qu'elle atteint plus de 2000 vues. D'accord, oui, c'est bien déjà, c'est bien. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous voulez plus vous faire connaître? Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens? Là, depuis 2018, vous vous êtes lancé dans cette belle expérience, on va dire. Qu'est-ce que vous j'ai plusieurs projets, malheureusement, qui ont été mis en suspens à cause du confinement. Tout à fait, j'imagine. Mais que j'ai relancé d'ailleurs depuis quelques temps. C'était l'écriture de mon premier livre. D'accord. Donc j'ai écrit un roman. J'ai d'ailleurs terminé, mais je ne l'ai malheureusement pas encore publié. Oui. C'est à cause de la surcharge de mon travail, mais bon, ça sera fait bientôt. Ce que j'allais vous dire. Comment vous faites justement vous travaillez, donc vous êtes vous travaillez, et puis comment vous trouvez le temps de lire justement tout? Quand on est passionné par quelque chose, on trouve toujours le temps. D'accord. Vous lisez plus le soir? Le soir, le week-end aussi. Par exemple, quand j'ai une consultation médicale, au lieu de tourner en rond la salle d'attente, je prends un livre. J'ai même une liseuse. Je me suis mise carrément au livre numérique, alors que d'habitude, avant, je m'étais jurée de ne jamais lire de livres numériques, mais il ne faut jamais dire jamais en fait. Donc voilà. Oui, si vous voulez lire plus et connaître plus de livres, j'imagine qu'il vous faut un peu d'aide. Surtout par exemple quand vous mettez un sac, quand vous portez un petit sac, la liseuse fera très bien l'affaire. Voilà. Très bien. Donc on va revenir à votre projet. Donc, vous préparez un roman. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Alors, c'est un roman autobiographique. D'accord. Qui parle en quelque sorte d'un événement que j'ai vécu. D'accord.
un événement émouvant, on va dire, bouleversant, mais qui m'a appris. J'ai grandi avec cet événement-là, qui m'a fait grandir, qui m'a donné un autre aperçu de la vie en quelque sorte, et que j'ai voulu partager parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont passées par ça ou qui passent d'ailleurs par ce passage-là. Ce que vous avez vécu. Exactement, et je voulais donner une sorte de leçon, une sorte de morale. Donc voilà, je voudrais être une sorte de confidente. D'accord. Donc puisque moi je me suis retrouvée seule à quelques moments, j'ai voulu trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner, qui puisse me conseiller, on va dire. Je n'ai trouvé personne malheureusement. Et j'aimerais dans ce roman dire que vous n'êtes pas seule, même si bon, c'est juste écrit, mais en quelque sorte ça apporte un petit réconfort en quelque sorte. D'accord, voilà. Très bien. Mais écoutez Dalia, restez avec nous. Ce que je vous propose, comme vous le disiez tout à l'heure, tous les secteurs ont été touchés par cette pandémie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir ensemble un reportage qui concerne la littérature, les livres, la lecture, comment s'est-elle portée pendant cette période de confinement. Et on revient juste après. Reportage. Si la lecture est une des grandes gagnantes du confinement, les libraires sont confrontés à la crise du coronavirus. Comme de nombreux commerces, les librairies ont également fermé boutique. Aujourd'hui, leur activité reprend en mettant en place des règles sanitaires strictes. Il y a des gens qui sont obligés de lire, vu qu'ils sont H24 à la maison confinés, donc ils sont obligés de s'occuper. Il y a des gens qui ont une passion de la lecture, qui est très importante. Donc, et c'est des gens qui viennent prendre leurs livres, ils sont obligés de passer à la librairie et prendre leurs livres. Les mesures de sécurité, comme c'est des mesures universelles, donc le port de masque est obligatoire dans la librairie. Comme dans la librairie, il n'y a pas trop de bousculades, donc il y a des gens qui viennent prendre leurs livres, qui partent. Donc on n'a pas de ce problème-là de bousculade et tout. Mais quand on voit qu'il y a assez de nombre à la librairie, donc on ne laisse pas les gens rentrer. Mais c'est rare. Ça ne se passe pas tout le temps. Donc sinon, les mesures de sécurité, le gel hydroalcoolique, le lavage des mains à tout moment. Donc et même pour notre clientèle, heureusement, c'est une clientèle qui est quand même consciente du danger. Donc c'est des gens qui prennent leur dispositif même avant d'entrer à la librairie. Pour cet été, concernant les livres qu'on a, on a des livres qui sont disponibles. Vu la situation qu'on vit maintenant, on a des livres qui sont disponibles pour l'été. Parce que l'été, il faut une lecture légère. Par contre, on a des éditeurs algériens qui ont pu faire sortir quelques livres. On a des livres qui parlent des femmes qui ont marqué l'histoire, il y a qui parlent de net. Mais sinon, quand on propose avec cette situation-là, les gens aiment lire la lecture un peu facile. Au moins que ça détend avec ce confinement. Alors que la crise sanitaire frappe de plein fouet le marché du livre, des discussions sur les mesures à prendre collectivement pour faire face à cette situation se tiennent régulièrement. Des questions telles que la vente en ligne, la création d'un système de livraison des commandes, mais aussi la question du livre en version numérique sont aujourd'hui les pistes les plus probables. Voilà, donc nous avons été voir des libraires, des librairies également. Je disais, les gens ont lu pendant ce confinement, mais sont restés chez eux. Donc, ils n'ont pas été forcément acheter des livres qu'ils avaient à la maison. Donc, justement, est-ce que vous allez souvent vers les librairies pour acquérir des livres, de nouveaux livres à découvrir, à dévorer? Bah oui. Ça, c'est certain. Il y a plusieurs librairies que j'affectionne, dont la librairie du Tiers-Monde. Oui, au centre-ville. Exactement. Donc, si j'ai un livre en question en vue, par exemple, à acheter, j'y vais directement. Ou bien, par exemple, si on me dit non, on n'en a pas, je lance une commande. Voilà. Quand est-ce que vous allez le ramener? Je prends une commande. Voilà. Super, très bien. Et donc, je le disais, beaucoup de personnes sont confinées, c'est l'été.
l'été, il fait chaud. Quels sont les livres que vous conseilleriez aujourd'hui aux téléspectateurs? Alors, en pleine saison estivale, ce que je conseillerais aux lecteurs, ça serait une lecture légère, comme avait dit tout à l'heure la libraire. C'est une lecture légère, peut-être du développement personnel, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément d'Algériens qui s'intéressent davantage au développement personnel. C'est vrai. Pourquoi pas de la romance? Il y a des Algériens qui aiment ça aussi. De la littérature, mais pas de la littérature profonde. La littérature, on va dire simple. D'accord. Donc voilà, c'est les 3 thèmes que je conseillerais aux gens de lire pendant ce confinement et pendant cette période aussi. Oui, donc c'est des livres qui vont nous faire du bien. Exactement, et qui vont nous permettre aussi de nous évader, d'oublier un tout petit peu la réalité. La triste réalité. Malheureusement. Oui. Et puis, Dalia, alors, vos projets, les projets en vue? Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvoir éditer mon livre, c'est la priorité. Ensuite, mon blog, non, plutôt ma chaîne YouTube. Oui, voilà, on parle, un point qu'on n'a pas évoqué donc sur notre plateau. Donc, vous créez une chaîne YouTube. Je suis en pleine création d'une chaîne YouTube que je n'ai pas encore développée par faute de temps, malheureusement. Mais il y a des vidéos qui vont venir dans quelques semaines, voire même quelques mois. Vous y travaillez. Exactement, oui. Voilà, donc ça sera... Comme je l'ai dit sur ma première vidéo, ça ne sera pas que sur la littérature parce que je m'étais dit que le compte Instagram, le blog qui sont axés sur la littérature, ça en fait un petit peu trop. Si je rajoute des conseils du développement personnel, comment pouvoir écrire son roman par exemple, les astuces que je pourrais donner personnellement aux jeunes écrivains. Peut-être, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas encore d'idée, mais pour le moment... c'est tout ce qui peut intéresser justement les gens qui sont fans de lecture, fans de littérature. En priorité, c'est ça. Voilà. Écoutez, bravo pour ce que vous faites. Merci. Franchement, on vous encourage. Merci, nos portes seront toujours ouvertes. Merci. Donc, voilà. Venez partager avec nous, avec les téléspectateurs, ce que vous savez faire le mieux. Donc, lire des lectures, de belles lectures, de beaux livres également. Dalia, merci. Merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, nous allons vous offrir une chanson et on revient juste après avec nos derniers
Et tout de suite, on passe à la rubrique découverte artistique avec Wahida Salim Cherif et son artiste. Je vous laisse découvrir ses prouesses. يا لمي ما نصيك وصايا ولا موت هتانا يا لمي ما نصيك وصايا ولا موت حتى أنا يا ويلي 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 فات زماني ويلي 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 من الغربة رماني ويلي 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 فات زماني ويلي ويلي ويل هم الغربة رماني يا الجبال مقبل الجبال يا راسي يا وش هاد الحال يا الجبال قبل الجبال يا راسي يا وش هاد الحال سمعوا يا ناس ما دايم حال لا صفوق الراس يكين كل لباس الهموم كتيرة على جال الماء هراسي يكي صوب الحال والطيارة طارت علات ودموع العين يا وش حال بكات والطيارة طارت علات ودموع العين يا وش حال بكات ويلي 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 ويل فات زماني ويلي ويلي ويل. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, retenez bien son nom, il s'agit de Wassim Gsoum. Wahida, bonsoir. Bonsoir Lilia. Comment ça va? Ça va et vous? Merci pour votre découverte. Avec plaisir. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Wassim, lycéen, il a à peine 17 ans. Aujourd'hui, j'ai préféré qu'il commence par la musique, par nous chanter surtout. Tout à fait, une belle interprétation. Si je vous dis, Lilia, qu'il a commencé récemment, est-ce que vous... Non, je ne croirais pas. Voilà. Pour vous dire, Wassim, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bravo. C'est sa première télé. Franchement, bravo. Oui. Voilà, marhaba bik. Il faut faire vraiment à votre aise. Wassim, parlez-nous un peu de votre passion de la musique. Ben voilà, tout d'abord, moi, la musique, c'est un truc que j'aime depuis toute mon enfance. J'aime vraiment, j'ai un ressenti pour ça. Mais voilà, j'ai jamais pu me dévoiler ou chanter devant ma famille ou quelque chose. Alors, tout a commencé il y a environ 1 an et demi. C'était au lycée. En salle de musique, voilà, avec notre prof, on pouvait chanter, faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est là-bas que j'ai avoué que je peux vraiment chanter. Et aussi, mes premiers fans, c'était mes camarades, bien sûr. Voilà, ensuite, j'ai décidé, j'ai une idée de commencer sur Instagram à poster des covers. Alors, j'ai commencé sur Instagram. Et voilà, il y avait une bonne réaction de la part des gens, ils partageaient, ils aimaient de beaux commentaires. Je me suis dit, voilà. Ça vous a encouragé. Oui, voilà, c'était... Et d'ailleurs, c'est là où je l'ai découvert, moi, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est un peu la plateforme où les jeunes réussissent à partager leur passion. Et vous avez appris aussi récemment à jouer de la guitare. Oui, ensuite, j'ai décidé de commencer à apprendre de la guitare. J'ai acheté une guitare et j'ai appris à jouer de la guitare seule à la maison avec des tutos sur YouTube, etc. Voilà, ensuite j'ai commencé, au bout d'1 mois et demi, j'ai pu jouer de la guitare et chanter en même temps. Voilà, je me suis développé rapidement. C'est la jeunesse de la technologie. Quand on veut, on peut. Voilà. Voilà.
J'ai vraiment voulu ça. Et vous jouez aussi d'un autre instrument de musique. Oui, après, voilà, c'est cette année, environ décembre. Là que vous avez fini avec la guitare, vous voulez passer à autre chose. Décembre, janvier, j'ai rejoint l'équipe d'Andalou Ahl El Fen, que je salue et je remercie énormément Madame Nsrim Bourahla. qu'on salue. Oui, tout à fait, une association très active. Oui, exactement. Elle m'a fait vraiment confiance. Je me suis vraiment amélioré rapidement et au bout aussi d'un mois et demi, je me suis trouvé en classe supérieure. Voilà. Et j'ai participé aussi à quelques... J'étais très bien encadré là-bas et j'ai participé à quelques spectacles. Voilà, quelques spectacles pour m'habituer. Oui, bien sûr, à la scène, au public, j'imagine. Voilà. Et entre le banjo, la guitare, vous préférez quel instrument? Ou quel était l'instrument le plus Je ne peux pas dire que je préfère quelque chose, parce que je les aime tous les deux, c'est mes instruments préférés. Mais voilà, pour le banjo, c'est pour l'andalou, tout ce qui est patrimoine algérien, c'est très beau, chabi, andalou. Mais voilà, pour tout ce qui est raï, kabyle, français, anglais, je préfère la guitare, je la maîtrise bien et tout. Voilà. Allez, en parlant de maîtrise, un petit quelque chose, une autre démonstration. Je vais chanter une chanson en anglais, ça s'appelle Riptide de Vince Joy. Voilà. Allez-y, allez-y. I was scared of dentists in the dark. I was scared of prairie girls and siren conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant and their dream. They come and stuck, so lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left and main. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you gon' sing the words wrong. This is movie that I think you like. This guy decided to quit jobs in next to New York City. This cowboy left her from a safe, but she been living on the highest shade. They come and stop, so lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left and main. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Bravo! Merci. Bravo, je rappelle son âge, il a uniquement 17 ans, Lilia. Oui, franchement, moi je suis sous le charme. Merci. C'est une bonne découverte, c'est une très belle découverte. Et quels sont les artistes qui vous inspirent, Wassim? Voilà, tout d'abord, on a les grands artistes comme Cheb Khaled, Cheb Mami, bien sûr Idir qui a bercé toute notre... c'est pas grave. Qui a bercé toute notre enfance avec ses belles musiques et tout. Voilà, aussi on a la musique mondiale, tout ce qui est pop, comme Adele, Sam Smith, voilà. J'ai pas un domaine spécial, donc j'essaie un peu, voilà, un peu de tout. Je suis mélomane. Encore. Voilà. Ben oui, à son âge. Exactement. Et sinon, par rapport à la nouvelle scène algérienne, vous êtes beaucoup inspiré par des gens que vous m'avez cités certainement. Oui, comme Amel Zen, Chemsou Klein, aussi Miziane Amish, Moksaïb, voilà, on ne s'empêche pas de parler d'eux aussi. Oui, pour vous, c'est un modèle de réussite. Exactement, c'est normal, oui. Vu leur jeune âge et tout, ils ont réussi vraiment. Et ce qui est impressionnant, Lilia, c'est qu'à son âge, il fait de la recherche aussi par rapport aux anciennes chansons arabes. Tout à l'heure, il m'avait chanté, je ne sais pas si on a encore du temps pour nous interpréter une autre chanson en arabe. C'est Sha'al Malhoun l'Arabi. D'accord, allez-y, un petit quelque chose, comme ça on poursuit avec les dernières questions et on finit avec de la musique également. D'accord. En tout cas, bravo.
أصابك عشق أم رميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرمي ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تلمس ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم ليل يا ليل يا ليل Bravo Wassim. Donc voilà, il a cette facilité de nous chanter en arabe, en français et en anglais. Très bien. Et est-ce que vous avez des projets d'enregistrement, enregistrer un single déjà pour commencer? Pour le moment, oui. J'en ai pas pour le moment. Il n'y en a pas. Mais pourquoi pas? J'aimerais bien. J'aimerais. Bien sûr, c'est le souhait de chaque artiste d'enregistrer sa propre chanson, son propre album. Ou, voilà. J'aimerais bien, pourquoi pas, participer au concours comme The Voice ou quelque chose, comme ça, pourquoi pas. Parce que c'est un lancement aussi. Il nous lance. Ça peut déclencher. Exactement. Voilà. Sinon, j'ai été aussi... Vous avez commencé à Canal Algérie, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, c'est pas n'importe qui passe dans cette émission déjà comme grâce ça. à Wahida. Voilà, je la remercie. C'est grâce à son talent surtout. Tout à fait, son talent, exactement. Oui. El Hanwa Shabab aussi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Donc... Voilà. On a plein de télécrochets algériennes où vraiment nos jeunes peuvent se promouvoir. Tout à fait, se faire connaître, apprendre également grâce aux encadreurs. Voilà, on se développe toujours, on n'arrête pas de... tout à fait. Oui. J'ai été aussi contacté par monsieur le chanteur Karim Ladjal de le groupe Dzaïr. Voilà, mais voilà, à cause de ce Covid-19, on n'a pas pu... Oui, voilà. C'est un très bon début, c'est un très bon début. Bien sûr, tout ça, c'est un très grand artiste algérien. Bravo pour ce que vous faites, on vous encourage. Merci beaucoup. Nos studios seront toujours ouverts. J'espère que vos projets vont se concrétiser très vite. En tout cas, nous serons là pour vous aider. Et pour finir, Wahida, un petit extrait. Voilà, pour... Alors, on va lui laisser le choix de nous choisir un dernier extrait avant la fin de l'émission. Pour la fin, je vais chanter une chanson en kabyle. D'accord, super. C'est de Salim Azem. Ok. Slimane Azem. Franchement, il ne m'a pas donné cette impression. J'ai l'impression qu'il est très sûr de lui, zen. J'ai pas vu son de sa passion. Très bien, Slimane Azem. Allez-y. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et puis avant, on va vous laisser avec de belles paroles, de la belle musique. Notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle aura été à votre goût. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Soyez au rendez-vous. Une spéciale Eid Sahaïd comme Kamel. Et très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. À toi. ورياق الحدا خصيميس ورياق الحدا خصيمي وريوفان قماس يوحال هذا سيك أمان يتشاولا دعوينيس يتشاولا دعوينيس ادوني الثروح تكفى ثم نجار تحفى دبوض الآخر نزمان دبوض الآخر نزمان